plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de The Refreshing Zone. Ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Elle, c'est mon coup de cœur. Alors, il n'y a rien de plus beau de voir une femme qui se bat, une femme combattante, mais qui, au-delà de ses challenges au quotidien, au-delà de ses souffrances au quotidien, aura décidé de laisser un héritage. Son héritage est fait de secrets ancestraux qui iront de l'Afrique, de l'Asie, mais aussi de l'Amérique latine. Elle en sera la marque héritage millénaire qui fait partie d'une grosse vision, la vision de créer des produits qui seront adaptés à tout type de peau, mais surtout qui auront la possibilité d'être écologiques. Qui l'aurait cru, une Africaine qui le pense. Alors, on a l'immense plaisir de rencontrer Mademoiselle Nelly, qui aura accepté, alors je vais le dire complètement, ne vous arrêtez pas. Elle, c'est Nelly Boudouya qui aura accepté de partager ce moment avec nous. Elle, c'est la fondatrice de la start-up Blessing Beauty qui est basée à Bordeaux. Alors, elle nous racontera son parcours, mais surtout ses challenges, ses coups de cœur, ses plaisirs. Vous êtes sur Refreshing Zone, je suis Oton Suta et Miso, et bienvenue sur la plateforme de l'entrepreneur africain. Bonjour, merci Miso. Bonjour à vous, comment vous allez? Génial, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Merci pour cette invitation. Merci à vous, merci à vous. Comme je disais un peu au début, moi j'ai été énormément touchée. Je vais le dire, j'ai été soumise parce qu'autant de caractère dans une femme, autant de pouvoir, autant de volonté, c'est vraiment rare. Alors je vous dis merci, merci pour votre vision, merci pour votre inspiration, merci pour votre héritage. Merci à vous, je suis très touchée. On va commencer, on va pas verser dans l'émotion maintenant. On va commencer d'abord. Qui est la femme derrière Nelly Boudouya? Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nelly Boudouya. J'ai 38 ans, je suis bordelaise, je suis journaliste entrepreneur et la fondatrice de la startup Blessing Beauty. C'est une startup spécialisée donc en beauty tech et en health tech, donc vraiment la beauté naturelle et la santé au naturel. Et j'ai voulu développer une solution innovante, premium, héritage millénaire, la première marque universelle de soins capillaires naturels et solidaires, inspirée des secrets ancestraux du monde, donc comme vous le disiez, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique latine. Alors, on va aller un peu plus en bas. On va rentrer dans le précis. On va rentrer un peu plus bas. On sait que votre marque a cette particularité-là de raconter, mais de contenir l'essence de différents continents. Quel a été votre parcours et votre contact avec ces cultures? Alors, en fait, l'idée héritage millénaire, elle est née pendant le confinement, il y a 3 ans. Donc, moi, je suis d'origine ivoirienne. Donc, je suis née à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, mais j'ai vécu aussi à Paris. Donc, voilà, dans des grandes villes multiculturelles. Et pendant mon retour à Bordeaux, grâce à la crise sanitaire, je suis rentrée à Bordeaux parce que j'ai toute ma famille là-bas principalement. J'ai ma petite sœur qui est spécialisée en biologie végétale. Elle savait en fait que j'étais intéressée par les soins naturels, fait maison, les ingrédients naturels, parce qu'en fait il y a quelques années, l'histoire derrière Héritage millénaire, c'est que j'ai utilisé un lissage brésilien qui m'a brûlé les cheveux. Donc, un produit capillaire toxique qui, malheureusement, m'a brûlé tous les cheveux. Moi, j'ai les cheveux très frisés, mais fins. Et ça m'a brûlé toutes les longueurs. Donc, pendant 1 an, j'ai dû porter des perruques. Donc, au départ, j'ai été un peu traumatisée, en fait, une expérience client traumatisante, puisque, du coup, retour au naturel un peu subi. Parce qu'en fait, de notre culture afro-descendante, je sais pas, vous, votre rapport à ça, mais c'est vrai qu'on avait tendance à nous défriser les cheveux, à ne pas nous expliquer comment prendre soin de nos cheveux afro. Et donc, en fait, j'ai eu ce retour un petit peu subi où j'ai appris par moi-même, en fait, à aimer mes cheveux, à en prendre soin, à savoir comment en prendre soin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de secrets de beauté ancestraux du monde, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, avec des ingrédients naturels utilisés depuis des millénaires, d'où le nom de ma marque, Héritage millénaire. Et en fait, pendant le confinement, ma sœur me parle d'un soin naturel que je ne connaissais pas du tout, l'eau de riz fermentée. Donc, l'eau de riz qu'on fait à la maison, on prend le côté blanchâtre. Et elle me dit, ça doit être l'amidon qu'il y a dedans qui fait que c'est très protéiné. Donc, ça me fait tilt et je teste et je vois que ça fonctionne. Du coup, ça fonctionne sur mes cheveux afro. Donc, je me dis, il y a quelque chose à faire. Et c'est là que j'ai eu l'idée de développer avec un labo de formulation, mais soins, vraiment des soins innovants, adapté à toute nature de cheveux. C'est ça que c'était vraiment important pour moi, que ce soit adapté à toute nature de cheveux, parce que pendant longtemps, les cheveux afro, par exemple, n'ont pas eu de soins adaptés, mais tous les autres types de cheveux, en fait, vraiment, l'idée, c'était de partir sur quelque chose d'inclusif, une marque universelle
inclusion. Et donc pour ça, rien de mieux que de partir un peu partout. Ça s'intéressait en fait aux différents secrets partout dans le monde. Voilà. Donc à travers mon entourage ou qui est multiculturel, ça m'a intéressé. Pour moi c'était évident. C'est le motif pour lequel aujourd'hui on reproduit en 98% de produits naturels, complètement naturels. On ajoute 2% de produits, je dirais modifiés ou bien chimiques. Oui, voilà, tout à fait. Pour la stabilité des produits, des soins. Pour la stabilisation des produits. Alors, je dirais, c'est pour ça qu'on a vos produits, ils sont naturels. Alors, quel est le côté éco-responsable que l'on peut retrouver dans vos produits? Alors, le côté éco-responsable, c'est que donc déjà au niveau du packaging, il est éco-conçu. Donc, il y aura un packaging avec du verre. Donc, forcément, par définition, le verre, c'est recyclable, donc on peut réutiliser. Et aussi deux flacons, un pot et un flacon qui seront en packaging éco-conçu, donc en plastique recyclé à hauteur de 50%. Donc, il y a ça. Après, il y a le côté made in France qui est important, qui permet de pouvoir réduire les différents au niveau de la production. Donc, il y a vraiment ce côté qualitatif à la fois au niveau des ingrédients, au niveau de la formulation, au niveau du packaging, l'extérieur, et vraiment l'idée de fournir des soins universels, de qualité, le plus naturel possible et pour tous. Vous mettez un accent particulier sur le Made in France justement parce que pendant 2 ans, vous avez travaillé avec un laboratoire qui a permis a aidé à la formulation de ces produits, si je ne me trompe pas. Et maintenant, on descendra sur le côté solidaire. C'est le côté solidaire, donc c'est vraiment la valeur ajoutée. Pour moi, c'était important de pouvoir redonner une partie des bénéfices, notamment à des associations de lutte contre la drépanocytose. 7000, c'est notre chiffre du jour. Il s'agit du nombre de maladies rares recensées dans le monde. C'est aujourd'hui la journée mondiale de ces maladies. En France, celle qui touche le plus de monde s'appelle la drépanocytose. Nous avons rencontré Nelly, une chef d'entreprise de 38 ans qui en souffre. Témoignage avec Christophe Fett et Muriel Drouillat. Difficile quand on la voit d'imaginer qu'elle est malade. Pourtant, Nelly a la drépanocytose et ses crises ultra douloureuses la terrassent sans prévenir. Par exemple, si c'est des crises au niveau des membres supérieurs, au niveau des bras, ça va être compliqué pour moi. Voilà, un thé par exemple, le lever, si je suis en pleine crise vraiment intense. Une maladie génétique qui concerne 50 millions de personnes dans le monde. C'est une anémie génétique et dans le monde, de l'hémoglobine, et, qui fait qu'en notamment en Afrique, mais c'est vraiment dans le monde. Et en fait, l'idée c'était de pouvoir redonner, puisque moi, dans mon enfance, j'ai la drépanocytose. On l'a découvert quand j'étais toute petite bébé, quand j'avais 9 mois. Ça a été très très difficile au niveau toute mon enfance, et l'idée c'était vraiment pour moi de redonner tout ce que j'ai pu recevoir et aider les enfants à pouvoir déjà croire, inspirer, se dire que voilà, c'est possible, on peut être malade avec une maladie génétique chronique grave, très douloureuse en termes de crise osseuse notamment, et pouvoir réaliser ses rêves. Et donc pour moi c'était important de redonner ça. Justement, en rentrant sur votre enfance, lorsque la famille se rend compte que vous avez la drépanocytose, est-ce que ça affecte votre vision de la vie? Est-ce que ça affecte votre vision du futur? Comment se passe ce moment de votre vie là, lorsque vous avez connaissance des limites que vous avez? Tout à fait. En fait, moi, j'ai grandi entre guillemets qu'avec les passages à l'hôpital des enfants, les urgences. Vraiment que alors quand on est enfant, on n'est pas censé être dans ce système-là, on est dans ce système qui est très froid en fait, de l'hôpital, très dur, que ce soit physiquement, mentalement. Et c'est vrai que j'ai été surprotégée par ma maman, je la remercie. Je rends grâce pour sa vie parce que vraiment, grâce à elle, je suis là encore. Alors qu'à l'époque, quand je suis née, et en 84, il y a longtemps, on a dit à mes parents que j'avais une espérance de vie de 5 ans. Et ça a été très difficile parce qu'en fait, on a tout le temps cette épée Damoclès où on se dit, il faut toujours faire attention à ci, faire attention à ça. C'est très, très compliqué. Et le fait que ça ne se voit pas, que ce soit invisible, c'est encore plus difficile que les handicaps physiques, moteurs par exemple, où c'est pour moi plus simple en fait, puisque tout de suite les gens vont comprendre que la personne ne peut pas faire ci ou ça, alors que moi, quand on me voit, on se dit pas que je suis malade ou que j'ai été confrontée à autant de douleurs. Et en fait, finalement, j'ai voulu transformer cette souffrance en force
Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai toujours voulu faire des études supérieures. J'ai toujours voulu avoir plein d'objectifs. On m'a jamais limité dans ma famille. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais voilà, c'est plutôt la société qui peut nous limiter. Mais moi, voilà, j'ai voulu transformer cette souffrance en force. Est-ce que le fait que vous ayez justement cette maladie qui, du point de vue de la société, qui vous aurait limité, qui a suscité cette volonté en vous de créer justement la Blessy Beauty, la start-up que vous avez mis sur pied? Tout à fait. En fait, Blessy Beauty, en français, ça veut dire beauté bénie. Et pour moi, en fait, c'était très important de donner de l'espoir en disant, valoriser toutes les beautés naturelles, en disant, quel que soit votre sexe, donc c'est pour hommes, pour femmes, quelle que soit votre origine ethnique, vous êtes déjà béni naturellement et vous avez de la valeur. Et je pense que clairement, ça me nourrit aussi en me disant, voilà, en fait, j'ai de la valeur malgré cet handicap. J'ai réussi à faire ça, à créer quelque chose, voilà, une start-up avec du sens. Et pour moi, c'est incroyable. Moi, je vois ça plus comme un héritage, en fait, que vous souhaitez absolument laisser et je dirais un porte-drapeau d'inspiration, en fait. Ce motif pour lequel nous avons souhaité vous avoir, parce que ce combattre au quotidien avec la drépanocytose, qui est une maladie qui vous attaque de manière sournoise, je dirais, et vouloir absolument atteindre ces objectifs, c'est juste magique. Je pourrais la définir cette maladie-là, mais je vous demanderai à vous de nous expliquer exactement ce que c'est que la drépanocytose. Et si, selon vous, aujourd'hui, c'est une maladie que l'on devrait craindre encore aujourd'hui. Alors, la drépanocytose, c'est la première maladie génétique, du coup, en France et dans le monde. C'est une anémie chronique, donc, qui touche l'hémoglobine. Donc, c'est la protéine qui permet de transporter l'oxygène dans le sang, donc au niveau des globules rouges. Et au lieu d'être ronds, ils ont une forme de faucille. Donc, du coup, c'est une anémie falciforme. Donc, c'est comme si on avait des milliers, quand on est en crise, de faucilles qui circulent partout dans nos vaisseaux sanguins, dans les plus petits. Et ça peut être extrêmement douloureux. On l'appelle la maladie de la douleur, parce qu'en fait, l'intensité de la douleur est l'équivalent de plusieurs accouchements, la douleur qu'on peut avoir à l'accouchement, ou des fractures osseuses. Donc, imaginez ce type de douleur quand on est enfant, quand on était ado, voilà. Et il y a différents facteurs, le froid, l'altitude. Et en fait, la problématique avec la drépanocytose, c'est que elle est méconnue et que comme principalement jusqu'à présent, elle touchait plus principalement, j'insiste, parce que justement pour éviter les clichés, les populations afrodescendantes, parce que c'est une mutation génétique du palu. Donc le palu a créé une maladie génétique. Donc forcément, dans les pays où il y a eu le palu, il y a plus de personnes qui vont être touchées selon les gènes par la drépanocytose. Et maintenant, c'est très compliqué, notamment en France, de faire reconnaître cette maladie génétique. Et je pense que même si on en parle de plus en plus, et là merci encore parce que c'est une plateforme pour pouvoir en parler, je pense qu'il y a encore beaucoup de clichés, beaucoup de méconnaissances sur cette maladie génétique, et pourtant c'est la plus répandue en termes de nombre d'enfants touchés. Par exemple, il y en a plus de 500 en France par an, mais il y a plus de 5 millions de personnes touchées dans le monde, 50 millions même je pense de personnes touchées, et on n'en parle pas en fait. Donc, pour moi, il y a encore des choses à faire. La seule façon de pouvoir être guéri de la drépanocytose, c'est une greffe de moelle osseuse. Et pour ça, il faut avoir des parents compatibles, des frères et sœurs compatibles. Donc, il y a encore du travail, de la recherche à faire. Quand vous avez dit des milieux de cassures, je suis en train de penser à mon mal de dents. Quand j'ai mal aux dents, ça fait mal. J'imagine les milieux de cassures. C'était un peu pour détendre parce que je sais que c'est un moment, c'est vraiment douloureux, j'imagine, et je me dis, c'est vraiment un combat, et moi, sincèrement, je suis honorée de vous avoir. Alors, je vais rentrer un peu dans des histoires un peu plus beaux. On va aller dans quelque chose de plus beau. Justement, en 2019-2020, vous décidez de créer votre marque d'héritage millénaire. Alors, quels sont les challenges que vous avez lorsque vous décidez de créer cette marque-là? Alors déjà, le premier challenge, c'est que moi, de formation et de métier, je ne suis pas du tout dans le secteur de la cosmétique. C'est vraiment tout nouveau pour moi, puisque moi, je suis journaliste et donc je ne connais rien du tout de la cosmétique. Donc c'est vraiment, je suis partie de rien, vraiment de
c'était tout nouveau pour moi. Donc, le premier challenge, c'est de ne pas forcément connaître le secteur d'activité et d'aller par moi-même chercher les bons partenaires. Donc, j'ai eu la chance d'être accompagnée par notamment un labo en région parisienne qui s'appelle le labo La Fabrique 621, qui est tenu aussi par une afrodescendante, Diogo Dramé, et qui est spécialisée dans la cosmétique naturelle. Et donc, à partir de mon cahier des charges, son équipe de formulatrices m'a aidée pendant 18 mois. Donc, c'est un vrai travail de qualité de recherche et développement pour mes produits qui sont vraiment des soins, des nouveaux soins développés. Donc, il y a une réinnovation. On allait chercher pour faire 3 soins vraiment de qualité, multi-usage, avec toute nature de cheveux. Et ça a été ça. Le premier obstacle, ça a été ça, c'est de trouver déjà des bons partenaires. Ensuite, le plus gros obstacle que j'ai encore, mais qui est de moins en moins, c'est la recherche de financement. Parce que quand on part dans la création d'entreprise, que c'est pas notre secteur, et il faut dire la vérité, quand on est une femme afro-descendante, c'est 10 fois plus dur que pour un homme blanc, caucasien, classique. Et donc, j'ai dû me battre pour aller chercher des financements. Que ce soit des financements plutôt publics pour l'instant, par exemple des prêts d'honneur, même les prêts bancaires, donc en privé. Et aussi, j'ai eu la chance d'avoir un financement de la Banque pour l'investissement, la BPI, donc que les entrepreneurs connaissent bien. Et donc ça, c'est vraiment, ça s'est fait sur 6 mois, donc c'était très très long. Et ça valide l'aspect innovant de ma marque, puisque c'est une subvention pour la recherche et développement, l'innovation, pour la French Touch. Donc ça, j'étais vraiment très fière d'avoir réussi à avoir cette subvention. Je suis allée la chercher vraiment. Voilà, c'était très difficile. Parce qu'on doit faire des dossiers avec beaucoup d'éléments, de données, quand on nous demande tout et n'importe quoi. Et ça a été vraiment très dur et un moment très difficile. Et pour faire le lien avec la drépanocytose, il y a un moment, j'ai craqué. En novembre dernier, j'ai fait une crise parce que j'étais tellement stressée, en fait. Le fait d'attendre cet accord de principe pour les financements et d'avoir après, un mois plus tard, les financements vraiment sur le compte d'entreprise, c'est une source d'angoisse. On sait qu'on a un bon projet, qu'il y a du sens, mais derrière, on n'a pas forcément les fonds. Et ça a été très difficile. Et le fait d'être toute seule aussi, puisque pour l'instant, je n'ai pas d'associé, donc je suis seule. Donc, depuis 3 ans, je travaille vraiment toute seule de A à Z sur ma start-up et ma marque. Comme on dit, il va y avoir du sport. Il y en a déjà eu, mais il va y en avoir encore. Donc, il va y avoir du sport. Et lorsque les premiers produits sortent, et que vous testez, pas que vous testez vraiment, lorsque vous avez connaissance, vous avez accès à vos premiers produits, oui. Quel est le sentiment que vous avez? Vous vous dites. Alors, vraiment, c'est sûr qu'on n'avait pas fait une autre crise, déjà. Non, ça va. Ça va, depuis novembre, ça va, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Alors déjà, honnêtement, quand on voit donc les échantillons, le premier prototype du soin, et on voit donc le soin notamment, un des soins phares que j'ai hâte de commercialiser cet été, le spray à l'eau de riz fermenté, donc un soin living pour hydrater, nourrir les cheveux, mais aussi aider à démêler tout type de cheveux. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et ben quand on voit son prototype, on voit la texture, on voit que ça sent bon parce que pareil, je suis passée par une parfumeur pour créer un parfum naturel. Donc c'est pas un parfum de synthèse. Donc il y a vraiment ce travail de recherche et développement. Bah c'est une fierté en fait de vraiment voir, et surtout quand on a fait tester, parce qu'on a fait une campagne de bêta testing cet été, qui a eu un énorme succès. On a eu plein de retours positifs et vraiment ça a montré ce côté de qualité, soin naturel de qualité, adapté à toute nature de cheveux. C'est une fierté quoi, vraiment de savoir que je vais pouvoir mettre sur le marché des produits sains et de qualité et dont les retours sont positifs. Déjà positif. Et je me pose la question de savoir comment va se passer la commercialisation. Alors la commercialisation, là déjà, je suis vraiment ravie parce qu'on a eu une première campagne de crowdfunding, donc du financement participatif sur la plateforme Ulule, qui nous a permis déjà de toucher à nos premiers clients en fait, puisque c'est une prévente en fait, et on a atteint plus de 106% d'objectifs, donc c'est vraiment génial pour une jeune marque qui part de nulle part, merci. Et on a eu des super retours avec un panier d'achat moyen énorme de soutien. Donc ça fait plaisir et ça confirme la preuve du concept que souvent les organismes pour demander des financements nous demandent la preuve du concept. Donc là, on a cette preuve de concept, on a l'intérêt pour la marque, pour le projet, l'intérêt médiatique. Donc ça montre que voilà, il y a vraiment c'est une marque à potentiel. Et donc maintenant la commercialisation va dans un premier temps se faire en ligne sur notre site e-commerce héritagemilénaire.com.
sur lesquels vous pourrez déjà continuer la prévente, la suite de la campagne de financement participatif. Et dès qu'on aura du coup, la production officielle, on espère cet été, parce que voilà, les autres contraintes, c'est que c'est long. Maintenant, avec le contexte actuel, ça peut être plus long que d'habitude, mais l'idée, c'est de pouvoir commercialiser cet été, dans un premier temps sur notre site internet. Et lorsque justement, lors de la pré-vente, parce que cela m'intéresse aussi, lorsque vous recevez la première commande, et que ce n'est pas une personne de votre famille, je tiens à le préciser. Oui, voilà, c'est ma mère, la première. C'est la famille qui achète, bon, là, on n'est pas sûr, bon, ils vont le voici. Donc, écoutez, ça va. Lorsque des clients qui ne sont pas de votre famille font l'achat, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'histoire derrière? Quel est votre sentiment à ce moment-là? Vous vous dites la bataille. C'est incroyable parce qu'en fait, effectivement, les campagnes de crowdfunding, en gros, on part du principe que c'est 70% l'entourage, premier cercle, deuxième cercle. Et c'est quand on touche le troisième cercle, donc des inconnus, qui contribuent. Et en plus, nous envoient des messages après sur la plateforme. Ça, c'est vraiment touchant parce qu'on se dit, mais voilà, en fait, tout ce que j'ai fait depuis 3 ans, tous ces sacrifices ne sont pas vains. Et il y a des personnes qui ont même pas eu encore le produit, qui n'ont pas pu le tester, mais qui croient en moi et croient en mon projet et nous soutiennent financièrement. C'est énorme, surtout dans ce contexte actuel et en début d'année. Et ça, franchement, ça a été quelque chose de très touchant, très émouvant pour moi, de voir que d'aller jusqu'au bout, en fait. C'était pas évident au début d'année, après les fêtes, tout ça. Hein. Il y a plus d'argent, les gens ils sont plus là. Les gens, ils ont soutenu, donc ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Et ça vous a boosté, en fait. À un moment de votre parcours, est-ce que vous avez souhaité abandonner? Honnêtement, non, parce que c'est, comme vous l'avez bien cerné, c'est pas du tout ma personnalité d'abandonner. Donc non, même si ça a été dur. Il y a des moments où, voilà, j'ai craqué, le corps réagit. J'ai fait des crises où j'étais un peu, on n'en parle pas souvent, mais l'épuisement professionnel de l'entrepreneur, parce que c'était tout nouveau pour moi en fait. Je connaissais pas du tout ce métier, même si voilà, j'ai des amis dans mon entourage, mais là c'était vraiment moi, et c'était vraiment mon bébé. Et parfois on est là, mais au moment où quand on a des déconvenus, par exemple, on a des partenaires ou des partenariats, finalement ça se concrétise pas, ou ça met plus de temps pour les financements. C'est vrai que c'est difficile, mais en fait au final voilà, on continue, je lâche rien et la preuve, voilà, aujourd'hui, je suis plutôt contente parce qu'on a atteint l'objectif de la campagne de crowdfunding. Il y a un intérêt médiatique, une preuve sociale, une preuve du concept et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à avancer. Alors, vous êtes la fondatrice d'une start-up qui s'appelle justement Blessy Beauty. Comme vous disiez, c'est Bénédicte, ça fait beauté bénie. Ça veut aussi dire que c'est une start-up qui sera multi-brand. Qu'est-ce qu'on s'attendra de cette start-up-là sur le long terme, sur 5 ans, sur 10 ans? Oui, sur le long terme, en fait, j'aimerais bien passer déjà de la cosmétique hair care, comme on dit, pour les cheveux, aussi la cosmétique pour le visage, pour la peau, et aller plus loin aussi en termes de santé, bien-être. J'aimerais bien après développer des services autour d'ateliers, aimer ses cheveux, vraiment autour de l'acceptation de soi au niveau global. J'avais testé par exemple des ateliers aimer ses cheveux dans des hôpitaux, justement à destination des patients drépanocytaires à Paris. J'avais fait ça il y a 2 ans et j'avais beaucoup aimé parce que certains patients sont sous chimiothérapie, donc parfois ils perdent leurs cheveux. Donc si je peux allier, il y a toujours ce côté-là. Donc beauté bénie, c'est vraiment, il y a un aspect spirituel en disant mais voilà les gens, vous êtes bénis comme vous êtes. Et l'idée c'est de pouvoir les accompagner au niveau global en fait, à s'accepter au niveau global et ça passe par la santé capillaire, la santé globale. Donc ça sera plutôt tourner autour du bien-être. La magie en fait, ce qu'il y a de magique dans vos produits, c'est que justement c'est universel. Que ce soit des personnes qui soient je dirais saines, quelle que soit la race, la couleur de peau, mais des personnes aussi qui sont atteintes de certaines pathologies, parce que la drépanocytose en réalité pourrait très clairement utiliser ces produits au-delà de ce qu'ils ont comme situation actuelle, en fait. Et c'est juste magique, en fait. Parce qu'en réalité, les produits que l'on rencontre sur le marché sont, on dirait, pour des personnes saines, je mettrais ça entre guillemets. Oui. Ça, c'est une spécificité que vous apportez à vos produits. Et je pense que c'est juste magique. Je vous demanderai alors de nous raconter une petite histoire qui aura marqué votre parcours d'entrepreneuse. Alors faites-moi plaisir, j'ai envie de rêver. Parce qu'en fait, quand on écoute les entrepreneurs, j'ai rencontré beaucoup de magnifiques histoires, je dirais. Et il y a toujours ce côté magique, particulier.
je dis amazing lorsque je rencontre des entrepreneurs, lorsqu'ils racontent leur histoire, parce qu'il y a toujours cette touche de parfois, je dirais, de nostalgie. Alors, racontez-moi cette partie de votre parcours qui vous aura fait dire, OK, je suis quitté d'ici à là, mais je suis arrivée où je suis en train d'arriver, je suis en train de vivre mon rêve. Vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, et c'est grâce à ça aussi que vous avez pu me rencontrer, c'est en fait le retour que j'ai eu la chance en fait de pouvoir témoigner sur différents médias. Et en fait, le retour que j'ai eu, notamment quand j'ai des mamans qui m'envoient des messages en DM sur Instagram en me disant, mais voilà, ou des personnes atteintes de drépanocytose, ou même qui n'ont pas forcément la drépanocytose ou d'autres maladies rares, mais juste qui ont été touchées par rapport à mon parcours et qui me disent, mais vraiment, ce que vous faites et tout, quoi, voilà, vous pourrez faire. Vous aurez pu faire n'importe quoi, mais au final, vous faites ça, vous êtes engagé pour aider les autres à travers votre marque, alors qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se dire, bon, ben, je vais donner, je sais pas combien de pourcentage, mon bénéfice. Et ben, ça, honnêtement, pour moi, j'ai déjà réussi, en fait. Rien que ça, j'ai déjà réussi et voilà, si je peux inspirer des personnes à travers le monde, à travers ce parcours-là, tout est possible. À celui qui croit, ben, voilà, j'ai réussi ma mission. Tout est possible. Alors, je dirais, il n'y a pas plus belle phrase pour fermer cette interview je vous dirais, je vous promets, je suis inspirée au maximum parce que je suis inspirée au maximum parce que j'ai eu un proche qui était atteint de la drépanocytose, j'ai vu ses souffrances au quotidien. Et lorsque j'ai connu votre histoire, j'ai été en contact avec votre histoire, j'ai dit, OK, I need to help her, like, seriously, I need her. So, je fermerai cette interview en vous demandant 5 conseils que vous donneriez à une jeune dame qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez déjà pratiquement 3 ans d'expérience dans ce domaine-là, avec des challenges, avec des succès. Qu'est-ce que vous dites? Alors, je lui dirais, Sachant qu'à la base, c'était pas votre domaine d'activité, que vous êtes quitté du coq à l'âne. C'était pas mon domaine. Comme quoi, tout est possible. Mais déjà, je dirais vraiment ça. Tout est possible à celui qui croit. Donc, vraiment, que cette personne croit en elle et en son projet. Qu'elle soit toujours persévérante, toujours continuer à se lever, à travailler, à ne rien lâcher. Aussi, essayer de bien s'entourer en fait de bons partenaires, parce que moi j'ai eu parfois j'ai dû mettre un terme à des relations avec différents partenaires, parce que parfois il y a des personnes qui sont mal intentionnées, donc vraiment essayer de surtout bien s'entourer. Je dirais aussi de trouver un équilibre aussi, parce que parfois dans l'entrepreneuriat, on est tellement absorbé, on est tellement H24, c'est vraiment, on passe, c'est notre, comme je disais, c'est vraiment un bébé, donc on est tout le temps dedans, tout le temps, mais c'est important pour pouvoir tenir sur le long terme et ne pas avoir des épisodes où parfois on craque, ou parfois on a envie d'arrêter, même si moi j'ai vraiment toujours continué parce que j'avais vécu toujours avec l'adversité, donc voilà, je me suis dit je continue tant que jusqu'au bout, quoi. Donc toujours y croire, être bien entouré. Il m'en manque un, non? Je dis 4, je crois. Et toujours être dans l'intégrité, marcher dans l'intégrité, quoi. Essayer, parce que selon les domaines, parfois, c'est, voilà. Mais